Alors bonjour, bienvenue à ce petit vidéo sur la rédaction de travail post-laboratoire, plus particulièrement donc les rapports de laboratoire pour la chimie organique. Donc c'est vraiment pour le cours de chimie organique, pas pour d'autres types de cours de chimie, parce qu'en chimie organique, vous allez avoir des travaux qui vont être quand même un petit peu différents de ce que vous êtes habitué de faire dans les autres cours de chimie précédemment, puisqu'on va vraiment mettre l'emphase sur les réactions chimiques ainsi que ce qu'on obtient comme produit et l'analyse de ces produits-là, ce que vous n'avez pas fait précédemment dans les autres cours, c'était un petit peu plus basé sur des calculs, des valeurs numériques, tandis qu'en chimie organique, on va regarder ces valeurs-là qu'on va avoir, qui vont parfois être numériques, parfois sur d'autres styles pour l'analyse, puis on va essayer de tirer des informations sur, par exemple, la pureté d'un produit ou encore si on l'a vraiment obtenu, ce produit-là. Alors, toutes les informations, vous les avez dans votre cahier des techniques de laboratoire. Donc, la première page, ça commence à la page 5. Donc, c'est de la page 5 jusqu'à, je pense que c'est autour de la page 12. Vous avez vraiment beaucoup d'informations sur la rédaction. Donc, même si je vous le montre aujourd'hui en petite vidéo, je vous recommande de quand même aller lire en détail lorsque vous allez commencer à faire votre premier rapport de laboratoire, qui est d'abord formatif pour le premier labo, le laboratoire 2. Donc, ça va être votre première fois. C'est pour ça que je vous donne un petit peu plus d'informations. C'est sûr que ces informations-là vont vous servir pour les autres rapports de laboratoire par la suite, donc le laboratoire 3, 4, 5 et 6. Ça va être quand même un format similaire. OK? Donc, la première chose, c'est que vous avez plusieurs divisions. Vous avez la section de but, vous avez une section de tableau de résultats, vous avez une section analyse des résultats, une section conclusion et une section annexe. Vous allez remarquer qu'il n'y a pas de section vraiment par rapport au tableau des données. Vos tableaux des données, ça c'est dans vos documents de cahier de laboratoire que vous conservez vos données. Mais ce que je veux vraiment, c'est vos résultats. C'est ça qui est le plus important. Tous les résultats, c'est toutes les valeurs que vous avez à calculer quelque chose. Vous allez le mettre dans un tableau à ce moment-là pour pouvoir en parler par la suite. Okay, donc, toutes les valeurs que vous avez besoin de discuter, donc vos résultats, vont être présents sous forme de tableau. Mais vous n'avez pas besoin de mettre vos données dans ces tableaux-là. OK? Donc, je vais en reparler par la suite. Mais, donc, c'est vraiment pas mal juste ça. Puis, ce qu'on va vous demander, c'est d'être quand même assez concis là-dedans, parce qu'on ne veut pas que vous dépassiez plus que 4 pages. Donc, c'est 2 pages recto-verso, mais en format numérique. Ça correspond à 4 pages maximum, ne comptant pas les annexes. Donc, seulement but, tableau de résultats, analyse et conclusion doivent faire au maximum 4 pages. Vous ne pouvez pas dépasser. Tout ce qui va dépasser, je ne vais pas le compter. Donc, ça veut dire que si votre conclusion dépasse dans l'extra de page, ben, je ne vais pas corriger votre conclusion en partie, parce que je ne vais pas regarder tout ce qui dépasse 4 pages. Par contre, les annexes peuvent dépasser là, le nombre de pages, parce que les annexes, c'est justement de l'information supplémentaire qui sont sur des pages différentes. Alors, première section, le but. Ben, le but, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. C'est un petit peu l'approche de qu'est-ce qu'on vient faire en laboratoire. Donc, ça doit répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment on va y arriver? Et avec quelle technique de caractérisation, quelle substance allons-nous travailler? OK? Donc, c'est basé sur le protocole de laboratoire. Alors, je vous demande de toujours mettre la source. OK? Ça veut dire, je veux voir votre référence au protocole de laboratoire absolument. Et ça, vous pouvez le mettre soit en note de bas de page, ou encore j'accepte aussi si c'est à la fin du document en médiographie. Donc j'accepte les deux. Selon ce que vous préférez faire, j'ai aucun problème. Pour les tableaux des résultats, donc les éléments doivent être présentés de façon à ce que on puisse avoir vos résultats, pas de données. Si jamais vous êtes en train de mettre des données, je ne vais pas vous enlever les points,
Mais s'il manque des résultats parce que vous avez mis juste des données, ben là, ça peut vous nuire. OK? Puis surtout que si vos tableaux sont très, très chargés, il y a beaucoup d'informations, ça se peut que les tableaux prennent beaucoup plus de place, donc vous aurez moins de place pour le reste. Puis ça peut vous pénaliser pour justement l'espace que vous avez, qui est le maximum de 4 pages. Donc, vous n'avez pas le droit de dépasser ça. Donc, à chaque fois que vous faites des tableaux, souvenez-vous que vos tableaux doivent être numérotés avec un titre significatif. Donc, par exemple, caractérisation de, détermination de, comparaison de. OK? Évitez les tableaux qui ont seulement une seule valeur à l'intérieur. Regroupez vos résultats qui sont similaires. Évidemment, n'essayez pas de mettre tous les résultats dans un seul tableau nécessairement, mais essayez de les regrouper le plus possible. Je vais avoir un exemple de ça à la fin, pour justement vous montrer ça. Souvenez-vous que la présentation des valeurs numériques est adéquate et nécessaire, c'est-à-dire unité, chiffre significatif, incertitude lorsque nécessaire. Donc, par exemple, les points de fusion que vous aurez à montrer sont présentés sous forme d'intervalle. Les indices de réfraction sont corrigés à 20 degrés. Les valeurs de référence utiles doivent être aussi présents. OK? Et tout ce qui est le rendement, ainsi que les ARF, si vous faites des CCM, ça va être présenté, puis on va demander 2 chiffres significatifs, puis sans incertitude. Par contre, moi, spécialement, le rendement, même si c'est écrit de ne pas mettre d'incertitude, puis c'est marqué 2 chiffres significatifs, le rendement, pour moi, je vais vous demander de calculer une incertitude et d'utiliser l'incertitude pour le chiffre significatif. Les RF, on va utiliser 2 chiffres significatifs seulement, puis pas d'incertitude. Mais pour le rendement, je vais vous demander de le calculer pour le cours. OK? Même si c'est écrit autrement ici, je vous demanderai de le faire quand même. Vous avez ici un exemple d'un tableau. Hein, vous avez un tableau de caractérisation de l'inconnu numéro 25, donc l'inconnu qu'on aurait par la température de fusion. Donc, qu'est-ce que vous faites voir? C'est qu'on a les températures de fusion moyennes. Donc, le début de la fusion, la fin de la fusion, par rapport à la moyenne de plusieurs essais, ça veut dire on a fait la moyenne des débuts, on a fait la moyenne des fins, puis on a l'intervalle moyenne. On a l'incertitude qui est reliée à cette moyenne-là. Et on a mis les unités ici en haut, où vous pourriez avoir une autre colonne pour les unités. C'est comme vous préférez. Remarquez qu'on a aussi mis la valeur de fusion littéraire aussi présente. Donc ça, c'est un exemple de tableau. Donc évidemment, vous, quand vous allez faire des températures de fusion, j'imagine que votre tableau va ressembler pas mal à ça, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas ressembler à ça pour d'autres types de valeurs. Donc c'est un petit peu pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble. Maintenant, pour ce qui est de l'analyse des résultats, c'est là que ça va être le plus différent de ce que vous êtes habitué de faire. Donc, dans l'analyse des résultats, on veut vraiment un texte continu. Quand on vous dit un texte continu, on veut dire avec des paragraphes distincts. OK? Donc, continu, ça veut dire pas s'arrêter, puis faire des points, par exemple, comme poser une question, puis avoir une réponse, poser une autre question, avoir une réponse. Ça, c'est pas vraiment un texte continu. OK? On veut juste que vous présentiez en paragraphe, par contre. Donc, vous séparez vos idées en paragraphes. Puis, ça doit être bâti comme un texte argumentatif où vos arguments, vos affirmations sont toujours appuyés par des résultats expérimentaux que vous avez, ou encore par une référence bibliographique si jamais vous faites référence à quelque chose qui est théorique. Donc ici, dans cette section-là, vous avez vraiment tout ce qui est décrit. Évidemment, je ne vais pas passer tout en détail, mais je vais juste montrer qu'est-ce qu'il y a comme section. Donc il y a comme 2 grandes sections. Il y a la section A, qui est identification et pureté. Donc dans l'analyse des résultats, vous avez l'identification et pureté, puis plus loin, vous allez avoir une deuxième portion de cette analyse-là qui va être sur le rendement. Fait que c'est comme les 2 grandes sections. Faites attention par contre parce qu'ils sont un peu interreliés dans certaines portions de ces sections-là. On va avoir des liens qui peuvent se faire. OK? Donc, si jamais vous dites que vous séparez la tâche entre 2 coéquipiers, puis qu'il y en a un qui fait une portion de l'analyse, puis l'autre fait l'autre portion, vous devez vous parler
parce qu'il y a des choses que vous pouvez dire dans une section qui peut se contredire dans l'autre, puis que se contredire, c'est extrêmement mauvais pour votre note, puisque ça va vous faire perdre beaucoup de points sur la construction de votre argumentaire. OK? Alors, si je reviens juste dans la section précédente, dans la section d'analyse, d'identification et la pureté, donc vous avez à faire quoi dans cette section-là? Vous devez identifier si vous avez bien votre produit. Donc, vous allez utiliser les différentes techniques de laboratoire pour ce faire. Donc, par exemple, vous avez un infrarouge. Est-ce que votre infrarouge contient les pics normales qu'on devrait avoir dans votre produit? Donc, vous allez comparer votre infrarouge avec celui du spectre de la littérature qui est dans votre cahier des techniques également. Donc, moi, ce que je m'attends, c'est que vous ayez à comparer, par exemple, quelques pics représentatifs où est-ce qu'ils se trouvent dans votre spec par rapport à où est-ce qu'ils se trouvent dans le spec de la littérature. Donc, je ne veux pas juste que vous me dites « Ah, le spec est pareil, point », puis qu'il n'y ait pas plus d'arguments que ça. Vous devez me dire « Ah, les specs sont similaires, sont pareils », parce qu'on voit que dans les deux, il y a tel pic qui est à peu près au même endroit, de telle valeur de centimètre moins 1 par rapport à telle valeur de centimètre moins 1 dans celui qui est pur. Celui de la littérature. Donc, c'est ça que moi, je m'attends comme identité par rapport à l'infrarouge. Évidemment, il y a d'autres techniques. Il y a température de fusion aussi, que vous pouvez faire un petit peu la même chose, regarder, comparer vos températures de fusion du pur avec celui de la littérature. Du purifié. Vous pouvez aussi, dans certains cas, utiliser la CCM. Vous pouvez aussi, dans d'autres cas, utiliser ce qu'on appelle l'indice de réfraction. Ça, c'est surtout pour les liquides qu'on va utiliser ça. Parce qu'évidemment, les liquides, on ne peut pas prendre la température de fusion. Fait qu'on va utiliser d'autres techniques. Donc ça, c'est surtout les techniques que nous, on va voir. Il y en existe d'autres qu'on pourrait utiliser, mais qui peuvent parfois prendre un petit peu plus de temps, ou encore vont demander certains instruments qu'on n'a pas nécessairement dans le laboratoire, ou qui ne sont pas appropriés pour qu'est-ce qu'on va faire. Mais généralement, on va avoir au moins 2 techniques qu'on va utiliser pour essayer de faire avoir un argumentaire un petit peu plus respectable là, pour savoir si on a vraiment notre produit. L'autre portion, c'est de savoir s'il est pur. Fait que c'est bien d'avoir notre produit. Donc ça, c'est une chose. Mais ça ne veut pas dire qu'il est pur automatiquement. Pour savoir s'il est pur, c'est qu'on va vérifier avec toutes les techniques si on a ou on n'a pas de produit indésirable avec notre produit qu'on désire. Okay? Donc vous allez vérifier s'il y a la présence ou l'absence d'impureté dans votre produit à l'aide des techniques. Ça veut dire, par exemple, dans votre spectre infrarouge, est-ce que vous voyez des pics qui correspondraient à une des impuretés possibles dans votre produit? Oui ou non? Comment vous faites le dire? Est-ce que votre température de fusion vous démontrerait qu'il y a quelque chose d'autre à l'intérieur de votre produit qui changerait votre température de fusion moyenne? L'intervalle. OK? Même chose pour la CCM. Est-ce que vous voyez quelque chose d'autre dans votre CCM qui vous dirait qu'il y a une impureté? Est-ce que vous avez de l'information par rapport à l'indice de réfraction qui est différent de d'habitude, de qu'est-ce que vous devriez avoir comme valeur de la référence? Puis d'expliquer un petit peu qu'est-ce qui vous mène à croire que vous n'avez pas d'impureté. Donc vous devez expliquer pour chaque technique dans un paragraphe là, pourquoi vous pensez que c'est pur, qu'est-ce qui vous mène à penser ça, selon les différentes techniques. Par contre, notez bien qu'il y a des techniques de caractérisation qui peuvent détecter la présence d'une impureté sans qu'on puisse confirmer son identité. Évidemment, il y a des fois qu'on va pouvoir dire « Ah, je sais que mon impureté, c'est ça », mais il y a d'autres fois que ça va être trop difficile de dire c'est quoi l'impureté. Donc, quand on n'a pas de référence, ben, c'est sûr que c'est pas mal plus difficile de conclure à ce moment-là sur l'identité de qu'est-ce qui vient gâcher notre produit. Une fois que vous avez fait ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez statuer avec toutes les informations que vous avez de toutes les techniques. Est-ce que vous avez un produit qui est pur, oui ou non? OK.
Puis vous devez justifier là, brièvement par rapport à tout ce que vous avez vu. Parce que dans la section pureté, vous allez faire pour chaque technique séparément. Fait qu'à la fin, vous devez faire comme une petite conclusion sur votre pureté avec toutes les techniques. Ensuite, l'amélioration. Pour les améliorations, vous devez toujours proposer au moins une amélioration par rapport à la section pureté. Puis il va y avoir aussi une amélioration par rapport à la section rendement. Donc, tout dépendamment de votre conclusion, il va falloir vous proposer soit une nouvelle méthode de caractérisation ou encore une méthode de purification. Donc, si votre produit est pur, vous allez proposer une nouvelle méthode de caractérisation. Puis si votre produit est impur, vous allez proposer une nouvelle méthode de purification, par exemple, qui pourrait être réalisable au laboratoire afin d'obtenir votre produit avec une meilleure pureté. Ou s'il est déjà pur, juste vous assurer qu'il soit pur, vous allez proposer une autre méthode pour vous assurer que c'est bel et bien pur. Si jamais vous pouvez croire qu'il y a peut-être des choses qu'on n'a pas couvertes dans certaines techniques qu'on a faites. Je sais que ça, c'est le point le plus difficile là, pour vous au départ, c'est de savoir qu'est-ce que j'écris dans l'amélioration. Fait que des fois, on va vous guider un petit peu pour les premiers laboratoires. Donc, la section ensuite rendement. Donc, dans le rendement, vous allez devoir, calculer votre rendement du processus. Ça peut être un rendement d'une réaction ou un rendement juste d'une purification. Donc, si jamais vous êtes en absence d'une transformation chimique, donc vous faites juste une purification comme on a fait en laboratoire 2, la masse attendue, donc le pourcentage de rendement, c'est toujours la masse qu'on obtient sur la masse attendue fois 100. Donc la masse attendue, c'est comment on l'obtient. Mais la masse attendue, lorsqu'on fait juste une purification, c'est lorsqu'on connaît les proportions d'impuretés présentes dans le produit de départ, on les retire de notre masse de départ pour avoir la masse qu'on s'attendrait de produits seulement purs. Donc, dans votre cas, par exemple, pour le laboratoire 2, où vous avez purifié l'acide benzoïque, il y avait 10% environ en masse de votre urée, qui était votre impureté. Donc, en principe, vous devriez retirer ce pourcentage-là pour avoir votre masse attendue. Maintenant, si jamais vous faites une transformation chimique, la masse attendue est calculée à l'aide de ce qu'on appelle un bilan réactionnel. Ça veut dire que vous faites votre IRL, donc début de la réaction, qu'est-ce qui réagit, qu'on a à la fin, puis avec votre calcul donc stoichiométrique, vous allez pouvoir calculer votre masse en grammes, qui est appelé justement rendement théorique. Donc vous allez faire un calcul stoichiométrique de combien je devrais avoir de produits à la fin si j'utilise tant de quantité de mon réactif de départ qui est mon réactif limitant. Donc ça se peut que vous ayez à retourner un petit peu dans vos choses là, de chimie générale, mais je vous conseille de retourner si nécessaire. Généralement, ça va bien en chimie organique parce que nos rapports stoichiométriques sont souvent de 1 pour 1. OK? Une fois que vous avez votre pourcentage calculé, vous allez devoir parler de l'élément de l'analyse qui peut être des gains ou des pertes. Okay? Peu importe c'est quoi votre valeur de pourcentage de rendement, l'analyse doit parler des gains et des pertes. Ça, c'est super important parce que souvent, les gens vont me dire « Puisque mon rendement est en bas de 100%, je ne peux pas avoir de gain. » Ou encore, si j'ai un rendement qui est en haut de 100%, je ne peux pas avoir de perte. C'est faux. Okay? Dans ces deux cas-là, c'est pas vrai. Vous pouvez avoir des gains et des pertes, même si votre rendement est en haut ou en bas de 100%. C'est juste que vous avez un petit peu plus de l'autre. Okay? En passant, le pourcentage de rendement n'est pas indicatif de la pureté de votre produit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un rendement de 80%, ça ne veut pas dire que votre produit est pur. Okay? Ça se peut que votre produit soit plein de cochonneries à l'intérieur. Okay? Mais vous avez un bon rendement. C'est pas lié ensemble. Puis c'est possible que vous ayez un rendement de 20%, qui n'est pas très très bon nécessairement, mais que le produit soit super pur. Donc c'est pas lié. Okay? C'est pas parce que vous avez 80 que c'est automatiquement pur ou automatiquement impur. Okay? Par contre, il y a des choses qui peuvent vous pousser à croire que vous avez plus de gains ou plus de pertes, donc plus de cochonneries à l'intérieur de votre produit qui sont encore présents. Donc les gains, c'est un peu ça. C'est si jamais vous avez encore vous avez des produits
des molécules qui ne sont pas votre produit attendu, donc des impuretés. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont être présents dans votre masse, mais que normalement, on ne devrait pas les avoir là. Okay? Fait qu'ils vont comme gonfler votre valeur de masse expérimentale, donc vont gonfler votre rendement. Donc à ce moment-là, ce qu'on va faire dans cette section-là, c'est justement dire, OK, est-ce que vous avez des gains ou non? Fait que ça, c'est relié beaucoup à la section précédente de pureté. Donc si vous m'aviez dit dans votre section pureté que votre produit est pur, généralement ici, vous allez me confirmer avec les différentes techniques. Donc vous devrez me parler de chaque technique brièvement, me dire pourquoi vous croyez qu'il n'y a pas de gain, il n'y a pas d'impuretés qui sont présents à l'aide de chaque technique. Si par contre, dans la section précédente, vous m'avez parlé que votre produit était impur, à ce moment-là, dans la section gain, je m'attendrais à avoir une discussion où vous allez me dire « Oui, on a dit précédemment que c'était impur, puis on voit donc des gains de telle façon, dans telle technique d'analyse, puis c'est tel type de gain si vous êtes capable de pouvoir dire c'est quoi la molécule. » Donc les molécules qui peuvent être souvent présentes, par exemple de l'eau, si on en utilise, il y a des solvants qui peuvent être aussi encore présents. Si c'est pas l'eau, ça peut être d'autres types de solvants, ou encore des impuretés organiques qui peuvent être liées soit à une transformation chimique, soit qu'il était déjà dans le produit, soit que c'est le produit de départ qui est encore présent, ou encore qu'il y a une autre réaction qui s'est produite puis qui est indésirable, ou encore il y a des impuretés qu'on avait dès le départ. Donc par exemple, vous dans le laboratoire 2, vous avez l'urée et l'eau qui peuvent être encore présents dans votre produit à la fin. Donc ça, c'est les deux impuretés que vous attendez à peut-être voir. Donc, portez un œil là-dessus. Maintenant, la section perte. La section perte, vous avez toujours un petit peu de perte reliée à vos manipulations, mais aussi aux différentes propriétés physiques, par exemple la solubilité, la volatilité des produits, etc. Évidemment, si vous avez un solide, je ne m'attends pas à ce que vous parliez de la volatilité. Okay, donc ici, on vous parle de façon générale. Si vous aviez un liquide ou un solide, ça peut être différent. Évidemment, dans notre cas, une des choses qu'on a faites, c'est qu'on a utilisé une technique de purification qui utilise la solubilité. Notre produit est légèrement soluble dans l'eau, okay, même à froid. Donc, je m'attends à ce que vous parliez un petit peu de cette solubilité-là comme étant une potentielle perte. Je m'attends peut-être même à avoir un petit calcul par rapport à ça. Okay? Sinon, il y a d'autres possibilités de perte. Donc, ça se peut que vous en ayez échappé, vous allez m'en parler. Okay? Donc, toutes les sources de perte possibles, vous m'en parlez, puis soyez assez précis et détaillé sur quelles sont les sources de perte selon vous, à quel endroit il y a des pertes. Okay? Donc, dites-moi pas juste « Ah, lors des manipulations, on a eu des pertes. » Ça, c'est trop large. Allez-y vraiment plus spécifiquement. Si jamais vous avez une transformation chimique, ça se peut aussi que la transformation chimique cause un certain nombre de pertes, surtout par exemple si elle n'est pas complète, ou encore il y a une autre réaction qui s'est produite en même temps. Donc ça va être un petit peu plus tard dans la session. Ça se peut que ça soit des sources de pertes que vous ayez à considérer. Vous avez d'autres sources de pertes qui sont ici. Donc température d'ébullition du produit, c'est les basses. Ça peut être volatile. Pas pour les solides, pour les liquides uniquement, donc par évaporation, ou encore si votre produit est soluble dans un solvant, jeté à la récupération, comme dans notre cas, lorsqu'on fait des filtrations. Okay? À ce moment-là, on veut essayer de confirmer la présence ou non, généralement dans le solvant jeté. Donc on fait des fois des analyses, par exemple de CCM, infrarouge ou autre, du solvant qu'on a jeté avant de justement le mettre dans le rejet. Sinon, il y a d'autres transferts qui peuvent être aussi considérés comme des pertes mécaniques. Donc, généralement, il y a toujours des pertes mécaniques. Je m'attends à ce que vous m'en parliez aussi. Une fois que vous avez fait le tour de tout ça, je m'attends à avoir une amélioration sur soit les gains, soit les pertes, tout dépendamment de ce que vous considérez qui était le plus défavorable pour vous. Donc, si vous aviez vraiment des problèmes de perte, à ce moment-là, vous allez me parler d'une façon de résoudre ces pertes-là les plus importantes, ou si vous avez des problèmes de gain, vous allez me parler de comment résoudre ce problème de gain-là. Par rapport, justement, il faut que ça soit quand même quelque chose qui est relié au laboratoire qui peut être testé, là, généralement. OK? Fait que généralement, vos améliorations sont par rapport à des choses que vous connaissez déjà, que vous connaissez quoi faire.
que vous avez déjà vu précédemment. Donc ça, c'était pour la section analyse, qui est la plus grosse. Je m'attends à ce que ça soit le plus long. Ce que vous avez, c'est qu'après ça, vous avez deux schémas où vous avez tout ce qu'on a vu sur la portion analyse, mais vraiment en schéma. Fait que des fois, si vous voulez juste regarder, OK, est-ce que j'ai fait mon schéma, est-ce que j'ai fait mon analyse correcte? Vous voulez juste confirmer, OK, j'ai-tu parlé d'identification? Ah oui, il faut que je parle de ma température de fusion. Il faut que je parle de mon infrarouge. OK, la pureté. Puis là, il y a des choses qui sont pas nécessairement ici, là, il y a beaucoup d'informations, mais il y en a qui ne sont pas nécessairement liées à votre laboratoire uniquement. Fait que ça se peut que, par exemple, on ne fasse pas de CCM dans le laboratoire 2, mais qu'on en fasse dans un autre laboratoire. Donc, c'est pour ça qu'il est là. Fait que vous devez prendre qu'est-ce qui est lié à votre laboratoire pour votre rapport. Donc ça, ces schémas-là, évidemment, peuvent vous aider à vous retrouver rapidement, mais la première fois que vous allez écrire votre rapport, ça se peut que vous ayez à lire un petit peu plus là, dans le détail de ce que je vous ai montré précédemment. Vous en avez un aussi pour la portion rendement, donc côté gain, côté perte. Puis vous devez me parler des deux, évidemment. Puis là, c'est assez court, fait que vous avez probablement besoin d'aller lire dans le texte avant de juste utiliser le schéma, parce que le schéma, des fois, il peut vous porter à confusion, parce que si vous faites juste lire présence de solvant, qu'est-ce que ça veut dire? Justifier, il va falloir que j'aille le relire, parce que si je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, tout ça, ben ça m'aidera pas là, comme schéma. Pour la conclusion, assez simple, vous rappelez les buts, vous statuez sur l'atteinte de vos objectifs, en rappelant votre conclusion sur votre analyse, la pureté et le rendement obtenu. Finalement, les annexes. Donc les annexes, il va y avoir quand même plusieurs annexes dans le cadre du cours de chimie organique. Vos annexes doivent toujours être bien présentées, c'est-à-dire qu'ils doivent être paginés à la suite du travail post-laboratoire. Chaque section doit être numérotée et identifiée par un titre approprié. Donc, par exemple, annexe 1, telle chose. Annexe 2, telle chose. Les exemples de calcul sont présents dans l'annexe. Vous n'aurez pas beaucoup de calculs à faire dans le cadre du cours de chimie organique, mais les quelques calculs que vous aurez à faire, vous aurez à faire un exemple de calcul par type de calcul. Il faut qu'il soit exact et complet. Rédigé à l'ordinateur ou à la main, d'écriture soignée. Si vous le faites à la main, il va falloir que vous preniez une photo claire et que vous l'insériez dans votre rapport de laboratoire dans l'annexe. Les schémas de plaques CCM doivent être aussi présents. Je vais vous permettre de prendre des photos des plaques CCM, puis vous pourrez les coller à ce moment-là, mais ils doivent avoir une légende complète et explicite, ainsi que quel type d'éluant on a utilisé et d'autres informations de ce type. Vous avez un exemple à la suite que je vais vous montrer. Les spectres infrarouges doivent être présents. Sur le spectre, je m'attends à avoir un dessin de la molécule en forme stylisée. Je dois avoir aussi les analyses du spectre directement sur les spectres, faites proprement et clairement. Donc, vous allez, par exemple, mettre, si vous voulez, de la couleur, si vous désirez, vous allez entourer ou signifier quel pic correspond à quoi comme type de lien. OK? Nous, on ne fera pas de superposition de spectres dans le cadre de notre cours, mais c'est quelque chose qu'on pourrait faire si on voudrait. Vous pouvez aussi annexer tout autre élément, ça veut dire spectre, schéma, figure ou procédure qui peuvent être importants pour votre laboratoire. Des fois, je vais même vous le spécifier, je vais vous dire tel schéma, je le veux aussi en annexe. OK? La médiographie se trouve sous forme de note de bas de page, mais j'accepterais aussi qu'elle soit présente dans la section annexe. Donc, si vous voulez, j'accepte également la médiographie en annexe. Vous avez ici un exemple de calcul. Fait que vous avez un exemple de calcul pour, par exemple, l'indice de réfraction qu'on va faire plus tard dans un laboratoire plus tard dans la session. Donc, l'exemple de calcul qui est là, vous pourrez reproduire quelque chose d'assez similaire. Vous avez aussi un autre exemple de calcul qui est plus en lien avec ce qu'on a fait dans le laboratoire 2, intervalle de point de fusion moyen. Donc, vous voyez qu'est-ce qu'on a fait. On a pris un essai 1 avec le début et la fin, un essai 2, le début de la fin de la fonte. Puis qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend les deux débuts et on prend les deux fins et on fait
à l'aide de la méthode des extrêmes, la moyenne, des débuts, des fins, donc séparément. Puis après ça, on calcule l'incertitude à l'aide de la méthode des extrêmes. Fait que là, vous avez juste à se fier à quelque chose comme ça pour faire vos calculs à vous pour vos températures de fusion. Vous avez juste à remplacer avec vos valeurs. Donc, ça devrait être assez simple. Vous avez un exemple de qu'est-ce qu'on s'attend comme représentation de schéma de la plaque CCM. Fait que soit que vous faites un dessin, soit que vous ayez une photo. Mais je veux quand même toutes les informations qui sont présentes comme ici, avec une légende, couleur des taches, le numéro de la figure, avec le type diluant. Et finalement, vous avez ici un exemple de spectre infrarouge analysé. Donc le spectre infrarouge, je vais juste faire un zoom, dézoomer un petit peu, juste pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a un petit peu plus de façon large. Donc le spectre infrarouge, vous avez une molécule de dessinée et vous avez l'analyse qui est faite directement sur le spectre. Ça veut dire, OK, ce lien, ce pic-là correspond à ceci. Ce pic-ci, le pic qui est large de là à là, correspond à tel autre pic. Donc les pics qui sont larges, par exemple les OH, je vais vous demander de me mettre un début et une fin, donc un intervalle. Tandis que les pics qui sont plus étroits, tels que par exemple CWO, CH, CWC, à ce moment-là, vous allez chercher juste un ou plusieurs pics si nécessaire. Là, par exemple, les CWC ici, aromatique, c'est les carbones dans un benzène. C'est aromatique. Donc, c'est la différence avec alcène. Donc, aromatique, c'est des alcènes, mais dans un cycle de benzène. Donc, ici, lui, il y en a toujours deux. Il y en a un autour de 1100, un autour de 1450. Fait que vous voyez, on a pris les deux pics qui sont ici. On a signifié à l'aide de l'analyse directement sur votre spectre ce que vous allez faire, mais je veux aussi avoir une analyse dans votre section analyse où vous me parlez juste de quelques pics importants de votre spectre. Ça conclut pas mal là, toute la section sur comment faire votre rapport de laboratoire. Évidemment, vous aurez peut-être plus de questionnements. Le premier rapport de laboratoire, donc laboratoire 2, c'est un rapport complet qui est formatif justement pour vous pratiquer avec ce nouveau format-là. Dès que vous aurez terminé ce rapport-là, on va commencer des laboratoires où les rapports vont être sommatifs. Donc, mettez un petit peu d'effort sur comment vous allez le produire pour me le donner, pour que je puisse vous donner un bon retour sur qu'est-ce que vous avez fait de correct, qu'est-ce qui est à améliorer pour les autres. Parce qu'après ça, les sommatifs, ça va aller assez rapidement. Fait que des fois, vous n'aurez pas beaucoup de temps là, entre avoir le retour pour un rapport, puis faire le prochain. Fait que c'est important de faire le laboratoire 2 comme il faut pour son rapport. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dès que possible. Et à la prochaine!